Salut. Hop, normalement tout le monde a été rajouté. C'est bon, on voit tout le monde. C'est parfait. Bonsoir, on entend tout le monde, j'ai l'impression, c'est bon. Oui. Alors, Oui, c'est bon. on va commencer, on va pas perdre de temps, il est 19h30. Donc, bonsoir à tous. On vous retrouve encore une fois cette semaine pour un live dédié à l'oral de langue. C'est dans la lignée des lives qui vont avoir lieu cette semaine. Parce que c'est une épreuve qui est un peu méconnue des candidats. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, l'association Horizon veut vous donner toutes les clés de réussite pour ce live. Et donc, on est présent ce soir avec Valentine, Pénélope, Maëva et moi-même pour vous parler de cette épreuve-là. C'est l'épreuve de langue et pas seulement de l'anglais, donc on va aussi parler de des LV2 et en l'occurrence on est trois ici à avoir pris les LV2. Valentine et Maëva avaient pris l'italien et moi j'avais pris l'espagnol. Donc on va vous parler de ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra. Vous pouvez les mettre dans le chat, on fait attention à bien y répondre. Et avant de répondre à vos questions, on va déjà se présenter, puis ensuite après on va répondre aux questions que vous avez laissées sur la FAQ sur Instagram. Donc voilà, donc, les filles, je vous laisse vous présenter dans l'ordre que vous voulez. Je vous laisse commencer. Bon, je commence. Vas-y. Oui. Ok. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pénélope, donc auditrice de la promotion 2026. J'ai passé le premier concours et moi, je n'avais pas de langue en plus, donc j'ai passé simplement l'anglais de tronc commun. J'y vais. Bonjour à tous. Moi, c'est Maëva. Je suis aussi auditrice de la promo 2026 et aussi issue du premier concours. Moi, j'ai fait une classe prépa talent, voilà pour la particularité. Et j'avais pris anglais et italien. Et du coup, pour finir, je m'appelle Valentine, je suis aussi issue du premier concours et j'avais pris italien en deuxième matière en plus de l'anglais. Voilà. Oui, je vais finir. Donc moi, c'est Hugo. Je suis aussi auditeur de la promo 2026 et j'ai aussi passé le premier concours. Et moi, j'avais anglais forcément et l'espagnol en langue complémentaire. Donc maintenant, on va commencer à répondre aux questions qui avaient été posées dans la FAQ. Donc la première, c'était comment se préparer à l'anglais avec un assez mauvais niveau de langue, environ B1, B2. Donc les filles, je vous laisse commencer. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y, Valentine. Ok. Alors, le conseil qu'on avait pu nous donner, nous, en prépa, et qui s'applique de manière générale aux langues vivantes, c'est d'écouter le plus possible. Donc, en regardant des séries, en regardant des vidéos de manière plus générale, les films, tout ce que vous voulez, d'entraîner votre oreille à entendre une autre langue et essayer vous-même de parler avec des proches qui soit sont bilingues, soit ont le même niveau que vous, et qui, du coup, vous permettront de progresser. Puisque c'est assez bête à dire, mais l'entraînement, c'est vraiment assez important pour les épreuves orales. Donc, moi, c'est ce que je vous conseillerais. Et le niveau que vous pensez être mauvais, en réalité, c'est un niveau enfin, ça veut rien dire. Du moment que vous savez donner une opinion, que ce soit avec des mots très compliqués ou avec des mots très simples, c'est ça qui compte. Ouais, je te rejoins totalement, Valentine, pour le coup. Moi, je conseillerais aussi de beaucoup écouter de l'anglais, que ce soit des séries parce que c'est agréable et que ça fait un moment de pause, ou même des vidéos. Après, moi, j'écoutais un peu le podcast de la BBC. C'était pas trop mal. En plus, c'était des sujets intéressants. Et en plus, j'avais téléchargé l'appli de The Guardian, je crois, et du New York Times, et je lisais des articles ou des bouts d'articles gratuits en anglais parce que le jour J, vous êtes sur Internet, donc il faut quand même s'entraîner à lire l'anglais et l'italien, ça marche pareil, et c'est un peu, ça peut être difficile. Donc c'est pas mal. Et pour le niveau d'anglais, que ce soit B1, B2, en réalité, la plupart des candidats, on a ce niveau-là, B1, B2. Il y a des exceptions avec vraiment des gens qui sont vraiment bilingues et c'est incroyable, mais c'est vrai que la plupart, on a le même niveau en réalité. Donc, ce que vous pensez être mauvais, c'est ce que sont la plupart des candidats. Donc si ça peut vous rassurer en tout cas.
J'ai rien à... Non, non, bah, j'ai rien à ajouter. C'est comme une langue, ça se pratique. Donc, ouais, je pense qu'il faut la pratiquer. Je rejoins mes camarades. Moi, je recommande aussi, en plus d'entendre, de vraiment bien s'entraîner à lire parce qu'il y a quand même une grosse partie de l'oral, c'est réexpliquer l'article que vous avez lu. Donc moi, j'avais des vieux vocables que j'avais lus quand j'étais que j'avais lu il y a longtemps et que j'avais gardé. Donc en fait, ça permet de retrouver un peu de la lecture, ça vous permet de continuer à s'améliorer en anglais, à perfectionner en anglais, avoir des petits mots compliqués en plus parce que c'est bien avec vocab, parfois ils expliquent des mots complexes. Donc voilà, vraiment, c'est bien d'entendre. Je rejoins mes camarades là-dessus. Et en même temps, de vraiment lire, même toute l'année, c'est toujours positif. Si je peux rajouter quelque chose sur la question du vocabulaire, il y a parfois dans l'épreuve, ils vont vous demander ils vont mettre en avant un mot et vous demander de l'expliquer. En fait, il faut pas hésiter à tenter, même si on sait pas, et aussi à peut-être décortiquer le mot. Par exemple, si ça vous fait penser à quelque chose que vous avez entendu, où il y a un laisse qui vous dit ah bah ça c'est sans, donc je vais tenter, ça veut dire ça. Franchement, faites-le, même si vous n'êtes pas sûr. Ouais. Et si je peux rajouter quelque chose aussi, moi j'avais fait, pour avoir du vocabulaire un peu typique d'oral, j'avais fait des fiches avec des mots, par exemple indeed ou des mots connecteurs, en effet, de plus, enfin des choses comme ça, parce que notamment en italien je les avais pas, donc ça m'a permis de pouvoir faire des phrases plus construites et d'avoir un langage vraiment adapté à l'oral. Ouais, j'ai vu une question, mais en fait, on a commencé un peu à y répondre, donc on va la FAQ. Est-ce que c'est utile de commencer à préparer l'anglais ou les langues dès les écrits? Donc, les filles, si vous voulez commencer, je vous laisse. Vous voulez que j'y aille? Vas-y. Ok. Alors moi, j'avais pas vraiment commencé à réviser avant de savoir que j'étais admissible au niveau des langues. J'ai vraiment débuté après en faisant des oraux blancs réguliers, mais je pense qu'on reviendra sur ça. Mais à la limite, la seule chose que je pouvais faire, c'était regarder un peu ce qui se passait dans l'actualité, bon, en France certes, mais aussi en Angleterre, et regarder déjà des articles de presse anglaise du coup ou américaine pour commencer à m'habituer justement à ce type de phrases, à leur façon de s'exprimer et donc aussi voir ce qui eux pouvaient peut-être les intéresser, même si en fait le jour J ça peut être surtout n'importe quoi, donc il ne faut pas se focaliser sur certains sujets uniquement. Voilà. C'est pareil, après la prépa, j'avais la particularité d'être obligée d'aller en cours d'anglais, donc j'ai été obligée de taper les écrits. En revanche, je pense que c'est pas essentiel. Je pense que vous pouvez commencer à regarder des séries en anglais, écouter des podcasts ou lire un article de temps en temps, mais vous pouvez vous focaliser un peu plus sur les oraux techniques parce qu'au niveau des coefficients, les langues, elles sont un peu moindres, donc pas de pression avec les langues. Je trouve que c'est vraiment au contraire le moment un peu plaisir entre guillemets parce qu'on fait un peu du droit, donc faut vraiment pas vous compliquer la tâche avec ça et le faire à petite dose un peu tous les jours ou un jour sur deux. Je te rejoins totalement. Faut rappeler que voilà, les oraux techniques c'est le gros morceau et que les langues ça peut être une pause. Et s'agissant de faire avant pour les écrits, ça dépend de votre niveau. Si vous considérez que vous êtes vraiment vraiment pas à l'aise, que ça vous fait très peur, bah peut-être comme on disait durant l'année de prépa des écrits, juste commencer à regarder vos trucs en anglais, à écouter de l'anglais, voilà. Mais de là à faire des entraînements ou à lire des articles et tout ça, je pense que vous avez d'autres priorités pendant vos écrits. Mais après ça c'est mon organisation, mais ça dépend de chacun et d'à quel point vous appréhendez l'épreuve, je pense. Il peut y avoir aussi ce côté faire d'une pierre deux coups en lisant Ouais, des articles, je sais pas, en anglais qui en fait vous serviront pour l'épreuve de culture générale ou clairement. voilà, Ouais. ça peut être aussi ça, se dire une fois de temps en temps j'en lis un en anglais au lieu de le faire en français et puis voilà. Mais oui, Ouais, pas trop se focaliser, je suis d'accord avec vous. Pendant les écrits, on a autre chose à gérer. Bah, moi, je vous rejoins clairement. aussi là-dessus. Ouais, c'est pendant les écrits, vous pouvez. C'est bien de faire autre chose que réviser. Donc, regarder des séries, par exemple, et les regarder en VO si c'est des séries étrangères ou des films en Sous-titré anglais.
sous-titré anglais, c'est important comme ça en plus. Et ça vous permet de réviser directement l'anglais dès à présent sur l'audition et sur la compréhension de certains mots, d'avoir du vocabulaire. Donc ça vous permet de joindre l'utile et l'agréable, ça vous fait une pause dans vos révisions des écrits et en même temps ça vous prépare, ça commence déjà à préparer le chemin pour les oraux d'anglais ou de langue si vous voulez regarder une série en italien, en espagnol, en allemand, toutes les langues possibles du concours. Maintenant, j'ai vu 2 questions dans le live. La première, c'était ce sont des articles d'anglais ou de langue à propos de quoi? Donc, je crois qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Moi, j'avais eu un article sur la modification d'un traité en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'était un peu très juridique en l'occurrence, mais après il y a d'autres auditeurs qui ont eu des trucs. Je vous laisse les filles, je sais plus ce que vous avez eu, mais voilà, il y a vraiment tout et rien. J'ai l'impression, alors peut-être que vous allez donner des contre-exemples, mais c'est actualité et dans d'un pays anglophone. Mais ça peut aussi être dans des pays qui sont pas anglophones. Vous avez, ok, bon bah alors voyez, il y a vraiment pas de, voilà. Moi, il se trouve que j'avais eu sur l'administration Trump. Alors notre année, apparemment, j'en ai parlé à des candidats. On avait beaucoup de trucs sur l'administration Trump et c'était sur Trump qui défaisait des choses que Biden avait fait en disant qu'il n'était pas apte à prendre ses actes. Voilà, un truc qui parlait de ça. Voilà, ça c'était mon sujet, mais je crois qu'il y a effectivement pas de règles. Je vous laisse donner vos sujets, les filles. Ouais, alors moi en anglais, j'ai eu un sujet un peu juridique parce que c'était sur la présence de travailleurs sociaux en garde à vue pour les mineurs. Donc c'était hyper intéressant. Mais par contre, j'ai eu une copine qui a eu une lettre d'un prisonnier. Alors je savais pas qu'on pouvait avoir des lettres, mais c'était une lettre qui a été publiée dans un journal. Donc moi, c'est vrai qu'en anglais, en tout cas, toutes mes connaissances, on a eu des articles un peu qui tournaient autour de la société, la politique et la justice, toujours dans un pays anglophone. En revanche, en italien, et plus large, dans le sens où moi, j'ai eu un article sur le prix de l'immobilier en Italie et notamment la différence entre le nord et le sud. Et ma copine, qui avait aussi pris italien, a eu un article sur les radars. Donc déjà, elle savait pas comment on disait radar, donc elle a réussi à le deviner, mais elle a eu un article sur les radars. Donc je pense que dans les langues étrangères hors anglais, ça peut être sur peut-être un peu plus diversifié et dans le pays d'origine. Moi, au contraire, du coup, en anglais, j'ai eu un sujet sur pourquoi les touristes japonais ne quittaient plus le Japon pour partir en voyage. Donc, voilà. Bon. Et en italien, j'ai eu un sujet sur la mafia, sur un des capots de la mafia. Donc, très actualité italienne, juridique, tout ça. Voilà. Oui, c'est souvent de l'actu. Moi, en espagnol, j'ai vu un truc sur l'écologie et justement sur que le thème, c'était la population s'en fiche un peu de l'écologie, c'est que les politiques qui sont intéressés par ça. En gros, c'était le thème de l'article. Donc, il y a vraiment, ça peut aller surtout, il n'y a pas que du très juridique, ça peut aller un peu sur... En tout cas, c'est issu de la presse. Donc, si vous voulez vous entraîner, The Guardian, The New York Times. Après, New York Times, je crois qu'ils ont un paywall, mais genre des trucs de grands journaux anglo-saxons. Je parle toujours de l'anglais, mais la même chose pour les autres langues. Oui, du coup, c'est l'actualité récente. Et surtout, sait-on jamais que vous lisiez un article qui est sorti 2 semaines avant votre oral et que vous tombiez sur celui-là. Sait-on jamais. Mais il ne faut pas se focaliser sur vraiment... se dire je vais bosser toute l'actualité du pays, de la langue, etc. Parce que ça peut vraiment tomber pour le coup, comme je le disais, sur des sujets qui n'ont rien à voir et c'est juste un article qui a été pris d'un journal anglais et après qui n'a vraiment aucun intérêt, entre guillemets, par rapport à l'actualité politique ou juridique du pays. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et surtout, ça sert de support pour avoir une conversation, mais vous ne serez pas évalué sur le fond de vos connaissances sur la situation là-bas. C'est vraiment pas du tout l'objet de l'oral. On le rappelle, il n'y a pas à se stresser sur de quoi parlent et les enjeux de société et tout ça. C'est comment vous vous exprimez. Ok. Il y a une autre question, celle-là on peut y répondre assez vite. Est-ce qu'il y a du public dans les oraux de langue? Oui, et même pour les LV2. Donc voilà, vous pouvez préparez-vous. Il y aura de toute façon tous les oraux, grand oral, oraux technique et oraux de langue, il y aura pas forcément, mais ils sont tous ouverts au public. Donc voilà, ne soyez pas surpris s'il y a des gens qui viennent avec vous dans la salle, ils verront votre prestation. Ensuite, il y a une autre question, on y a un peu répondu. Est-ce que c'est forcément des articles juridiques? Donc, non. Apparemment, les notes sont très basses. Est-ce que c'est vraiment pénalisant pour la suite?
si, elle colle. Si, colle. Alors les notes, j'ai donné mon exemple. Moi, j'ai eu 13,5, donc les notes ne sont pas tous très basses. Je crois qu'on est plusieurs à avoir eu des bonnes notes ici, donc voilà. Et est-ce que c'est pénalisant pour la suite? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a des personnes qui ont eu des très mauvaises notes en anglais, on va pas se mentir, et qui sont admis. En fait, c'est pas parce que vous ratez un oral que c'est foutu. Moi, par exemple, j'ai complètement raté mes oraux techniques et j'ai bien réussi le grand oral et l'anglais. Je suis admis. Puis, il faut pas oublier que vos notes d'écrit aussi elles rentrent en jeu pour votre admission. Donc, même si vous réussissez mal vos oraux, en fait, il y a moyen que vous ayez cartonné aux écrits et que, en fait, il vous suffit d'un 10 ou d'un 10 un peu partout, des notes pas trop loin de la moyenne pour quand même être admis. Et au global, les notes aux écrits sont meilleures que les notes aux oraux, il me semble, pour les. Donc, il n'y a pas à se stresser. Au global, sur le rapport du jury, hein, je parle pas pour tout le monde. Oui. S'il y a un truc à ajouter aussi, c'est que moi, on m'a posé la question déjà. Il n'y a pas de note éliminatoire pour les langues. Voilà, on m'avait déjà demandé. Je vois que d'ailleurs la question est revenue dans le chat. On peut avoir n'importe quelle note. Il y a vraiment des gens qui ont eu des notes très proches de 0. Ça passe, ça peut passer quand même. Donc voilà, et c'est vraiment pas éliminatoire, peu importe la note que vous avez. Voilà. Ouais. Maëva, non, tu vois rien d'autre en plus Non, je vous rejoins surtout. Et en fait, je pense que les notes en anglais, elles sont pas forcément basses. Je pense qu'elles sont plutôt moyennes et qu'en fait, c'est un gros package vu qu'on a tous le même niveau, sauf des exceptions qui vont être très basses ou très hautes. Mais du coup, l'anglais, ça peut être un plus, mais c'est pas nécessairement déterminant. Donc, je pense que c'est pas pénalisant pour la suite. Moi, je connais des gens qui ont eu moins de 5 et qui s'en sont très bien sortis et qui ont eu le concours. Donc, c'est un atout, je pense, les langues, que ce soit l'anglais ou la LV2. Mais ça peut pas vraiment vous pénaliser au point de vous faire rater le concours. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut vraiment vous rassurer là-dessus. Ouais. Autre question, est-ce qu'il faut vraiment un niveau B2? Non. C'est pas, pour moi, c'est pas une obligation. C'est sûr que vous arrivez avec un bagage en ayant un supérieur de B2, mais en fait, il n'y a pas d'obligation. Puis, de toute façon, les langues, ça reste un peu discriminant. Il y a toujours le débat de est-ce qu'il faut les supprimer de toute façon. Donc, on va pas vous. Voilà, en fait. Si vous avez et parfois, si vous pouvez avoir un article très simple, vous suivez une méthode qu'on vous a donnée, ça peut tout à fait assurer une note correcte, voire bonne note. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses, les filles, là-dessus. Non, on peut poursuivre. Hein. Ok. On y a un peu répondu, donc oui, c'est sur l'actualité récente des pays. Après, ça peut être très récent, brûlant, quoique brûlant, non. Je crois que les sujets ils sont faits peut-être au moment où les sujets ils doivent être faits au plus tard, aller en juin. Les articles ils doivent être imprimés à partir de juin, donc normalement tout ce qui s'est passé pendant l'été, il n'y aura pas d'article dessus. Je dis ça sans être affirmatif. Mais donc voilà, par contre, il y a une question qui est arrivée, on en reviendra, mais ça permettra d'étendre un peu par contre votre argumentaire plus tard. Donc, voilà. C'est quoi le type de questions qui peuvent être posées? Vous voulez y aller? Vas-y. Moi, je sais que j'avais eu des questions. Je ne sais pas si vous avez eu pareil, où spécifiquement, elle nous donnait un mot dans le texte et nous demandait d'expliquer ce que ça voulait dire. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour vérifier votre vocabulaire. Si vous savez pas, vous pouvez dire que vous n'êtes pas sûr, ou vous pouvez essayer de deviner en fonction du contexte. Si vous savez très bien, faut pas hésiter à utiliser ces mots si on n'a pas la phrase en tête qu'on a en français parfaite. Faut pas hésiter à trouver d'autres façons de le dire. Et sinon, il y avait des questions sur. Moi, j'ai surtout souvenir de questions de vocabulaire sur ce qui est spécifiquement dit. J'ai pas souvenir d'avoir eu des questions sur mon avis ou des choses, ou alors des questions des choses vraiment pas très controversées entre guillemets. Enfin, des questions sur qu'est-ce que vous en pensez pour voir comment vous exprimez, mais j'avais pas été mise en difficulté sur ce qu'on peut dire ou pas dire, quoi. Et voilà, c'est des questions sur surtout essayer de voir si vous avez bien compris le texte.
surtout ça, en fait. Et une fois qu'on a la question de bien compris le texte, peut y avoir des questions pour une conversation. Ça dépendra de votre aisance à l'oral, je suppose. Voilà. Eh ben, moi, je te rejoins, Valentine. J'ai eu des questions aussi de vocabulaire et parfois sur des expressions qu'ils ont en anglais et que nous, bah, on peut pas le traduire littéralement. Après, moi, j'ai eu beaucoup de questions sur mon avis, notamment en anglais. Pour faire un petit débat avec le jury. Donc, c'était cool, mais il faut s'y préparer parce qu'il faut quand même réussir à donner son avis dans une langue étrangère. Et j'ai eu aussi des questions sur des personnages du texte. Par exemple, il y avait le nom d'une députée, donc j'ai dû l'identifier, mais je vous rassure, c'était écrit dans le texte. Et aussi dans mon commentaire, la partie c'est résumé, enfin du texte et ensuite commentaire. Et dans le commentaire, j'avais parlé de Keir Starmer, donc ils m'ont demandé qui c'était. Mais donc voilà, ça reste à peu près comme Valentine, comme Pénélope, pardon. Du coup, moi, j'ai pas eu de questions de vocabulaire, enfin, du coup, questions de vocabulaire dans le texte ni en dehors. Mais d'après ce que j'ai compris, c'était que des questions de vocabulaire dans le texte à chaque fois que les gens pouvaient avoir. J'ai eu des questions sur ce que moi je pensais par rapport à mon sujet, de certaines questions assez précises. Ou alors, après, ils sont partis sur complètement autre chose parce que le Japon, donc mon sujet, leur a fait penser à d'autres choses. Après, on est parti sur vraiment complètement des sujets complètement différents et ça leur faisait penser à chaque fois à autre chose. Donc, entre le début de mon oral et la fin, on a vraiment balayé beaucoup de sujets et donc ça dépendait de mes réponses aussi. Je pouvais leur tendre des perches pour aller sur un sujet ou un autre. Donc après, ça dépend de vous aussi, mais ça dépend aussi des examinateurs parce que les jurys ne fonctionnent pas de la même manière et n'ont pas des questions déjà préparées pour chaque sujet. Et en italien, à peu près pareil, même constat. J'ai peut-être eu une ou deux questions de vocabulaire en italien et on m'a demandé de préciser une personne, pareil comme Maëva, une personne qui était dans le texte et c'est tout. Mais pas de connaissances à avoir. Par contre, en dehors du texte en lui-même qui apportait des connaissances, il n'y avait pas besoin de connaître le fond vraiment de notre sujet. Non, je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien de plus à ajouter là-dessus. Les questions, c'est vraiment, ça dépend du jury. Si vous dites un truc qui peut les faire tiquer, moi j'avais parlé de la Cour suprême des États-Unis, ils avaient un peu expliqué, j'avais donné des noms, ils m'avaient demandé des choses dessus. Donc voilà, il n'y a pas une de question type. Ils ont juste envie de voir que vous ayez compris le texte. Ça, dans vos questions, ils ont vu que vous n'avez pas compris le texte, ils vont essayer de voir si c'était une mauvaise expression pendant votre exposé ou si c'était vraiment une incompréhension totale. Ce qui m'est arrivé en espagnol et donc j'ai pas une très mais c'est pas grave ça. Mais bon, donc non, c'est pas pénalisant du tout. Par contre, on a une autre question. Comment assurer un plan si on n'arrive pas trop à étendre le sujet? Est-ce que c'est pas trop pénalisant de rester focus sur le thème de l'article? Quelqu'un est inspiré? De mémoire, je crois que le plan, c'est, vous corrigez parce que ça remonte. Introduction, résumé du texte. Moi, le résumé, on m'avait dit de faire des parties pour que ce soit plus clair, notamment par paragraphe. Et ensuite, commentaire et la conclusion. Le commentaire, c'est bien, mais c'est pas, comment dire, faut partir du texte, mais après, si vous n'avez pas de choses à trop dire sur le texte, essayez de prendre une toute petite partie du texte et de l'étendre. Moi, je sais que sur le prix de l'immobilier, c'était hyper compliqué en italien. Et j'avais relié ça à un texte que j'avais lu avant sur le tourisme avec les biens, qu'on avait retiré à la mafia suite à une condamnation judiciaire en disant que du coup, c'était des biens qui pouvaient pas être loués et que du coup, les touristes avec le Airbnb, j'avais fait un truc complètement un peu choc, mais c'est passé et j'ai eu des points en bonus. Donc, je pense que vous pouvez prendre une petite partie du texte et étendre sur un truc qui vous inspire, quitte à ce que le jury, moi, il m'avait dit, mais vous avez bien compris qu'on parle pas de ça dans le texte. Et donc, j'avais dit oui et j'avais expliqué pourquoi. Donc, je pense que faut pas vous mettre la pression, vous allez forcément avoir une petite inspiration et ça va venir aussi en parlant. Oui. Je te rejoins totalement. C'est vrai que tu viens de me rappeler la méthode et effectivement, le côté rappel du texte, c'est ce qui va les intéresser pour justement savoir si vous avez bien compris le texte. Et après, la partie commentaire, moi, j'avais fait un oral blanc avec mon IEJ
Et l'oral blanc, il m'avait dit, j'avais mis genre 3 ou 4 idées à quoi me faisait penser le test, et il m'avait dit, mais 2, ça suffit. En fait, l'idée, c'est juste de tendre des perches, entre guillemets, au jury pour la conversation qui va suivre, mais c'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez mettre littéralement 2 trucs auxquels ça vous fait penser. Généralement, il y a des thèmes un peu globaux qui reviennent tout le temps. Vous avez bouffé de la CCMC toute l'année, donc vous savez qu'il y a des thèmes qui vont toucher tous les enjeux de société. Et donc, vous pouvez voilà, faire des petits liens sans trop vous prendre la tête là-dessus, parce que, encore une fois, c'est vraiment juste donner à manger au jury, mais c'est pas, voilà, il y a pas besoin de se prendre beaucoup la tête pour savoir comment relancer, à mon avis. Je sais pas ce que t'en penses, Valentine. Bah, il y a des sujets qui s'y prêtent plus ou moins, c'est vrai. Enfin, Ouais. il y a des sujets où c'est vraiment évident. On va voir que, je sais pas, un sujet parle de l'IA de manière très précise. On sait qu'au moment du commentaire, on va pouvoir étendre Mm. vraiment l'IA. Il y a plein de choses à dire. Enfin, évidemment, comme tu le disais, en CCMC, vous l'avez très certainement Mm. étudié. Donc là, il y a de quoi faire. Sur d'autres sujets, ça va être vraiment très spécifique. On va pas forcément voir un enjeu plus important ou plus global que ce que donne déjà comme information le texte. Et dans ce cas, bah, soit vous, comme disait Maëva, vous allez sur une partie très précise et puis vous faites ce que vous pouvez, soit bah, vous étendez encore et vous, quitte à se répéter, mais en montrant que vous êtes capable de le dire de différentes manières, d'expliciter au maximum votre point de vue. Et ça peut être des phrases à rallonge et ça peut être des fois des moments où eux comme nous, on sait qu'on est en train d'essayer de gagner un peu de temps. Mais tant que vous arrivez à aller où vous voulez aller et que eux, on voit que vous savez parler anglais et savez vous exprimer, bah, c'est ce qu'ils veulent. Et moi, c'était un peu ça sur mon oral. Enfin, j'avais vraiment pas énormément de choses à dire sur le tourisme au Japon, enfin, des Japonais au Japon. Et après, bah, du coup, je suis partie sur le tourisme de manière plus générale Mm. et c'était peut-être un peu loin du sujet, mais finalement, en fait, ça a permis d'étendre et ça leur a plu et c'était pas forcément le plus évident au départ. Et en fait, faut trouver un axe. Voilà. Il y a forcément un axe à trouver qui est pas forcément ouais, le plus évident au départ, mais vous pouvez forcément trouver quelque chose, peu importe le texte. Et c'est pour ça que c'est bien de s'entraîner aussi. Comme ça, vous avez l'habitude d'avoir des textes plus ou moins faciles pour ce genre de deuxième partie. Bah, je suis d'accord avec vous. Ouais. Il y a une question, on peut y répondre. On a déjà un peu commencé, surtout Maëva, mais sur la méthode. Les méthodes elles sont assez classiques. Vous avez, je ne suis plus trop sûr, mais 7-8 minutes où vous faites un résumé du texte, mais pas un résumé littéral en disant à la ligne chouette, l'article dit un tel. Non, en fait, il faut que vous fassiez un résumé comme une note de synthèse, mais encore plus condensé. Et ensuite, après, il y a une partie ouverture, donc c'est à peu près le même temps. Et après, là, vous ajoutez des éléments. Vous pouvez soit rester vraiment que sur votre sujet, soit sur des éléments en plus, comme les filles elles en ont expliqué, de CCMC qui viennent. N'hésitez pas à les rajouter, sinon vous discutez. Il y aura forcément. On est tous intelligents, donc on aura forcément quelque chose qui arrivera à l'instant T. C'est sûr que ça peut être assez éprouvant ces oraux, mais en fait, on est quand même très intelligent. On va toujours trouver une solution ou quelque chose qui va apparaître pour meubler les 7-8 minutes. Et après, éventuellement, ils vous poseront d'autres éléments en disant est-ce que si je vous dis ça, ça vous dit quelque chose? Et donc là, à l'ouverture, en fait, c'est eux qui vous permettront de la faire grâce à ça. Par contre, Hugo, je sais pas si tu dis 7-8 minutes au total ou juste sur la partie résumée, mais il me semble que globalement, on a 10 minutes maximum pour parler, une fois qu'on a fait nos 15 minutes de préparation. Et après, dans les 10 minutes, nous, ce qu'on nous avait dit à la prépa, c'était de faire 3-4 minutes au grand max sur la partie résumée, intro plus résumé, et après de concentrer la plus grosse partie sur le commentaire. Et donc, il nous avait dit que si on tenait pas 10 minutes, c'était pas grave, parce que comme le disait quelqu'un, ça peut être assez long de tenir 10 minutes. Mais 8 minutes, 7 minutes, ça leur va déjà très bien. Ils ont déjà l'occasion et le temps de voir notre niveau et de voir sur quoi ils peuvent partir. Mais c'est au total, du coup, plutôt. Oui, c'est vrai, j'ai confondu. Oui, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. Tu as raison de me reprendre. On a une autre question qui va un peu dans cette même veine. Est-ce qu'on arrive vraiment à tenir 7 ou 8 minutes? Oui, je pense qu'on est assez unanime. Moi, je dirais ça dépend d'à quel point vous êtes bavard et à l'aise. Voilà, il y a des gens qui sont trop courts dans les sujets, il y a des gens qui sont trop longs dans les sujets. Franchement, voilà, au moins, je dirais au moins se donner 6-7 minutes si vous avez un œil sur votre chrono pour pas. En fait, c'est aussi dans votre intérêt dans le sens où vous n'aurez pas à subir 15 minutes de questions. Enfin, les questions, ça dépend de votre aisance, mais ça peut être plus difficile et vous mettre plus en difficulté.
Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison, quoi. Si vous avez un plan structuré, que vous avez des choses à dire, dites-les. Et puis, au moment des questions, voilà, ce sera plus court. Mm. C'est mon idée. Ouais. Et puis tu as aussi le truc de tout à l'heure on parlait du niveau de langue, et aussi ceux qui vont parler très vite parce qu'ils ont un très bon niveau, il va falloir aussi s'habituer à parler un peu moins vite. Sinon vous Oui. allez peut-être être très pertinent mais sur 5 minutes et eux vont aussi prendre en compte que vous avez tenu malheureusement que 5 minutes. Donc peut-être parler plus lentement et au contraire ceux qui vont chercher leurs mots, prenez ça en compte pour pas faire trop de temps. Et ça peut être un avantage pour vous, puisque vous allez remplir peut-être plus facilement le temps de parole. Donc, chaque avantage a son inconvénient et inversement. Ouais, et puis je trouve que la méthode, quand on la suit, en fait, elle fait parler minimum 7-8 minutes. Parce que moi, on m'avait dit comme toi, Valentine, déjà 1 minute d'intro, 1 minute de conclusion, ça enlève déjà 2 minutes. Donc, en fait, si vous respectez la méthode, ça vous fait parler. Et si vous rajoutez des petits mots comme en effet de plus, vous gagnez des microsecondes, mais ça fait avancer le temps et vous avez en fait, vous verrez, ça passe très vite. Ouais. On a une question sur les LV2. Est-ce que ça rapporte beaucoup de points? Alors moi, je ne peux pas répondre vu que j'ai une note en dessous de 10. Donc malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là. Les filles, si vous avez eu, les gens sont preneurs. Je te laisse commencer si tu veux. Oui, moi, j'avais pas fait d'italien depuis le lycée. Donc, fallait se remettre dedans. Mais ça m'a quand même rapporté 2 points. Donc, voilà, c'est toujours utile 2 points, je pense. Après, je sais que dans le rapport du en allemand, il y en a qui ont eu 20, par exemple, donc ça leur rapporte 10 points. Donc, ça peut, même pour rapporter 1 ou 2 points, mais franchement, c'est toujours ça de prix pour la fin. Mm. Ouais, c'est clair. Du coup, pareil, j'avais fait la LV2 au lycée, mais la particularité, c'est que du coup, j'ai de la famille en Italie, donc je pouvais parler avec eux. Du coup, j'ai eu 16. Et donc, voilà, je considère pas être bilingue, si ça peut rassurer des gens. Voilà, je dois avoir un niveau entre le B2 et le C1, mais voilà. Il y a vraiment des gens qui ont eu plus. C'est pas, vous ne serez pas pénalisé, comme dit Hugo. En fait, si vous n'avez pas la moyenne, vous n'avez pas de points en moins. Et ça peut que être du bonus. Donc, si vous savez que vous parlez une langue qui rentre dans les LV2, que vous parlez plutôt, pas à un niveau débutant, mais que vous parlez quand même assez bien, prenez-la. En fait, vous n'avez rien à perdre et vous n'êtes pas obligé de la réviser autant que les autres matières, évidemment, et autant que l'anglais. Vous pouvez très bien juste voir les connecteurs logiques, vous remettre un peu dedans si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait. Mais il n'y a pas besoin d'être bilingue pour avoir une très bonne note, quoi. Oui, et je ne sais pas si on a la réponse, mais sur comment ça fonctionne les points bonus, en gros, sur la moyenne générale. Et je crois qu'en fait, je vous corrigez si je dis une erreur, les filles. En fait, le total de vos notes, ça fait une note, je ne sais plus sur combien, imaginons c'est une note sur 600. Mais en fait, si vous avez 12, ça vous rajoute 2 points, je crois. Donc, si vous avez, on va dire, vous avez 10 piles, en fait, ça vous fait 302. En fait, ça rajoute sur le total. Et après, le total, on fait des calculs arithmétiques, on divise, on fait des divisions. Et à la fin, ça vous donne votre moyenne, en fait. Ça se rajoute sur le total de votre note. C'est comme au bac, en fait. Avant, c'était comme ça, bac. Et c'est la même chose. Ça se rajoute en plus. Voilà, je crois que ça fonctionne comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est un peu. C'est juste, tu prends les coefficients de chaque matière et tu fais à la fin une pondération, etc. Ça te donne effectivement, comme tu dis, un score global et tu ajoutes ce score global et ensuite tu redivises pour que ça te donne une note sur 20. Voilà. Et moi, je trouve que c'est vraiment un avantage parce que vous pouvez vous dire, oui, 2 points, 6 points, c'est rien. Mais en fait, on est tellement tous près, et tous proches dans les notes qu'en fait, ça peut vous faire passer et passer la barre d'admission. Donc, pour moi, c'est une bonne idée de prendre la LV2. Alors, 2 questions très pratiques sur les oraux. Le déroulement de l'oral, pardon. Est-ce qu'on garde le texte pendant l'oral ou on donne un exemplaire au jury? Et une autre question, combien de temps de préparation? De manière générale, sur le séquençage de l'oral, temps de préparation, passage, questions, et voilà. Donc, si vous voulez. Je la prenne. Vas-y.
Déjà, réponse oui, on garde le texte sous les yeux. Et d'ailleurs, quand ils vous poseront des questions sur en fait, vous l'avez vraiment sur une table devant vous. Et quand on vous pose des questions sur un mot, en fait, ils vont dire, parce qu'il y a les lignes du texte, donc 5, 10, voilà, ils vont dire ligne 12, le mot nanana. Donc vraiment, ça va être en conversation sur le texte que vous avez sous les yeux. Ils en ont aussi un exemplaire, du coup. Et la seconde question, c'était sur le temps de préparation. Donc, corrigez-moi si je me trompe, mais normalement, c'est 15 minutes de préparation au brouillon que vous faites en face du jury, il faut le savoir. 15 minutes, vous êtes devant le jury en silence et vous préparez vos feuilles. Différentes stratégies sur les brouillons, je ne sais pas si vous voudrez y revenir. Et ensuite, ils vous diront comment de commencer. Vous faites votre exposé. Donc, on a dit, normalement, le temps, c'est 10 et 10, c'est ça, pour voilà. Donc, c'est 10 minutes d'expression de votre présentation et 10 minutes de questions. Mais c'est ce qu'on disait plus tôt, les 10 minutes, vous n'êtes pas obligé de les remplir. C'est 10 minutes maximales, mais vous pouvez faire 7 minutes. On vous conseille entre 6 et 10 minutes, 6, 7, 10 minutes. Voilà, maximum 10 minutes, mais minimum 6, 7 pour pas trop déséquilibrer l'épreuve. Et ensuite, 10 minutes d'échange avec le jury. Ouais, et je rajouterais juste, on n'a pas le droit d'écrire sur le texte parce que moi, en prépa, on m'avait dit amenez une pochette transparente et vous écrirez sur la pochette. Sauf que le jury m'a dit bah non, même sur la pochette, vous pouvez pas écrire, donc on veut pas écrire. Donc que moi, pour par exemple, des fois, je citais la ligne parce que j'avais besoin de citer une toute petite partie, bah j'avais mis un stylo à côté. Hein, c'est tout bête, mais pour éviter d'être. Et puis mettez votre brouillon à côté de votre truc et vous faites des traits, au pire vous faites des parallèles. Vous avez autant de brouillons que vous voulez, donc si vous voulez faire votre petite forme, vous pouvez. Ouais. Et sur le fait d'avoir le jury qui a le sujet, en fait, je ne sais pas si on vous l'a déjà expliqué, mais vous allez avoir une table avec beaucoup d'enveloppes et vous prenez une enveloppe et ce sera votre sujet. Et il y a un numéro à côté de chaque sujet et vous donnez ce numéro-là juste avant de commencer au jury. Et une fois que vous avez donné ce numéro, votre chronomètre s'enclenche et eux retrouvent le sujet parmi tous les sujets possibles. Et c'est comme ça qu'ils peuvent suivre en même temps. Et donc, voilà, faire eux leur propre préparation pendant que vous vous préparez et revérifier ce qu'ils peuvent dire sur le texte. Et du coup, non, personne ne passe un oral en même temps, contrairement au lycée. Voilà. Et je crois que justement, le fait qu'il y ait ces numéros, ça évite que vous retombiez sur le texte que quelqu'un est sur lequel il est déjà tombé. Donc, c'est pas parce que votre ami il a eu un texte A en début septembre que vous allez le retrouver. Non, en fait, il disparaît après. Il disparaîtra définitivement. Et comme les sujets de grand oral, ils disparaissent progressivement. Vous prenez les deux sujets et après ils disparaissent. Mais par contre, pas pour les orotechniques. Les orotechniques, ça peut revenir. Donc, Oui. appliquez pas cette méthode d'effacer les sujets au fur et à mesure. Et tu l'as dit assez vite, donc je le rappelle, Valentine, mais je sais pas si la personne qui a posé la question a bien entendu, mais effectivement, personne ne passe en même temps. C'est vraiment, on est seul dans la pièce avec le jury, personne d'autre ne le passe. Voilà. Tu fais bien de le redire. Et il y a aussi sur le déroulé, je crois que c'est pour tous les oraux, sauf pour les oraux-techniques, c'est un peu parti. Le grand oral, ils ont des chronomètres qu'ils mettent eux-mêmes et en fait ça fait ils font bip bip quand c'est terminé. Ils peuvent vous couper. Moi par exemple pour la partie discussion, ça a sonné, ils m'ont coupé. Les autres oraux, ils ont été sympas, ils m'ont laissé finir ma phrase et là j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Donc essayez d'avoir une montre à dispo parce que ils vous coupent et en anglais moi m'avait coupé, elles avaient fait stop. Ouais, moi aussi. Moi, il m'a laissé continuer pour le coup, mais vraiment continuer. C'est rare. Ouais, ça. C'est qu'en anglais, hein, donc. On t'a eu de la chance parce que moi vraiment ils ont fait stop, ça suffit. Donc Et voilà. essayez aussi, si vous avez au lieu d'une montre, peut-être prendre un chrono visuel, comme ça vous évite de chercher avec les aiguilles ou que sais-je. Enfin, c'est plus facile. Moi, j'avais pris un truc de cuisine sur Amazon et en fait, j'avais l'heure en gros, donc ça me permettait de pas être distraite à chercher longtemps. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais après, il y a des rumeurs qui disent qu'ils n'aiment pas forcément d'avoir des gens qui arrivent avec des vrais chronos. Donc, si vous avez des montres avec les numéros, pareil. Enfin, voilà. Mais prenez effectivement quelque chose parce que de tête, sans rien, ou même avec les aiguilles, c'est pas pratique du tout. Vous allez pouvoir le tester en faisant des entraînements. Vous verrez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais ouais, Maïva a raison. Faut pas prendre de risques sur ça. On a beau savoir lire depuis des années, avec le stress, on est là, on fait oula, attends, j'arrive pas à lire, faut pas prendre le risque. Les horloges avec des gros numéros comme ça, les montres comme ça, c'est génial. Pour moi, il n'y a pas de risque de se retrouver dans une situation difficile avec un manque de temps.
Est-ce qu'il y a 2 personnes dans le jury? Oui. Oui. Et vous avez la liste en plus sur le site de l'ENM. Vous avez, alors, savoir leur nom, ça va pas changer grand-chose, mais vous pouvez savoir à peu près quels seront les membres du jury de langue ou même des orotechniques. Ça apparaît, il y a un arrêté du ministre, je crois, qui indique tous les membres tous les jurys des oraux techniques, des anglais et même du grand oral. Donc ça peut vous rassurer. Non, c'est bien de savoir. Généralement, c'est des professeurs d'université, professeurs de langue, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ça le profil, généralement. Ouais, et après, par contre, sur les orotechniques, ça a dû être dit hier, mais c'est tous les profils des magistrats, des profs de droit, des avocats. Voilà. Il y a beaucoup de personnes différentes. On n'a pas d'autres questions, donc si les filles, vous avez des conseils plus généraux, je pense que tout le monde sera preneur de nos conseils. Donc, qui veut se lancer la première? Moi, je veux bien débuter si ça vous dérange pas. Du coup, il se trouve que moi, je suis plutôt bilingue et à l'aise en anglais depuis longtemps. Mais je voulais dire quand même que c'est pas parce qu'on est très à l'aise en anglais ou dans une autre langue que on va nécessairement avoir 20 sur 20. Après, on a quand même des bien meilleures notes plus facilement, mais voilà, il y a quand même une méthode à suivre, quoi. Et je pense que si vous arrivez avec l'idée que c'est bon, je parle la langue, voilà, ça reste aussi un concours de méthode. Il faut se rappeler qu'il y a des consignes à suivre et qu'on est là pour savoir les faire avec de l'humilité. Donc voilà, je l'ai redit la méthode, hein, mais c'est vraiment, on a un texte, on est là pour se poser sur le texte, on a les petites formes, si vous êtes vraiment à l'aise sur la langue, bah, les petites formes de une accroche, une introduction de plan et tout ça, ça fait toujours bien, une petite conclusion, voilà. Et aussi, plus vous allez être à l'aise dans la langue, plus ils vont aller chercher des points de vocabulaire assez voilà, moi du coup il y avait un mot que j'identifiais pas dans mon texte, ils sont allés me le chercher, on a réfléchi ensemble, j'ai fini par le retrouver, quoi, mais c'était pas du tout enfin ils vont venir aller vous challenger, quoi, mais de manière générale à l'oral, plus vous êtes à l'aise, plus ils vont vous poser des questions pointues, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'était juste pour rappeler ça pour des personnes qui peuvent être assez confiantes. Après c'est vrai qu'en termes de préparation, je vous conseillerais de faire aller 2 euros blancs, 2-3 euros blancs avec des proches ou voilà, ou à vous entraîner juste sur un texte pour savoir et notamment la gestion du temps. Moi, je me rappelle que j'avais fait un peu trop court au début justement parce que je parlais très vite. Vous faites votre gestion du temps, juste ça, et vous pouvez, et vous avez cette chance, consacrer tout votre temps aux orotechniques et après au grand oral. Donc, ne vous prenez pas trop la tête parce que vous aurez quand même une bonne note solide, enfin plus facile que d'autres. Mais ce sera pas nécessairement une excellente note et il faut pas forcément s'attendre à ça. Voilà. Je passe à d'autres collègues. Vas-y, Maëva, si tu veux. C'était juste sur le format du brouillon. Moi, pour le coup, j'avais pris une seule feuille, je crois, pour me simplifier la tâche entre le texte et la feuille de brouillon. Et j'avais fait une toute petite case d'introduction pour mettre une accroche parce que justement, je m'étais dit si j'ai le temps, j'en prendrai une. Et une toute petite en bas pour conclusion, pareil pour l'ouverture. Et ensuite, j'avais séparé la feuille du coup, elle était en verticale en 2 avec le résumé et le commentaire. Et je mettais des bullet points parce qu'en fait, si vous, au début, quand je faisais des premiers oraux, j'écrivais. Sauf qu'en fait, un, vous n'avez pas le temps et 2, vous pourrez pas lire. En fait, quand dans le stress de l'oral et tout, vous n'allez pas pouvoir lire. Donc, je pense que diviser son brouillon entre les deux et faire des bullet points, ça peut être une astuce pour être efficace. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qu'ont pu dire les filles, évidemment. Franchement, pour la préparation, j'étais vraiment restée sur un oral blanc par semaine à partir des résultats, on va dire début août, à partir de début août. J'avais un oral blanc par semaine que je faisais avec une autre personne qui était admissible. Et c'était un peu notre moment où du coup on faisait autre chose que des oraux techniques et on faisait un oral blanc, voilà, avec un sujet qu'on prenait dans un des journaux anglais ou américains.
Et ensuite, on se faisait une discussion sur ce sujet-là ou sur complètement autre chose. On parlait comme ça nous permettait aussi de discuter d'autres choses que de droit pendant 1 heure, mais on parlait en anglais. Et on n'avait pas un niveau excellent, mais au moins on s'entraînait à reparler la langue sur tout et n'importe quoi. On switchait de sujet dès qu'on voyait qu'on avait atteint le truc. Enfin voilà. Du coup, ça peut être ça comme préparation. Et la veille, j'avais relu tout ce qui était les connecteurs logiques, tout ce qui peut vous permettre d'être plus à l'aise à l'oral, à permettre de coordonner vos idées et de passer d'un sujet à l'autre. Voilà. Et puis, pas trop se prendre la tête non plus pour l'anglais parce que votre niveau, en fait, là, pour ceux qui vont passer là dans les prochains mois, votre niveau, il va pas changer drastiquement dans un sens comme dans l'autre. Donc, voilà, restez confiants et voilà, vous ne prenez pas trop la tête, vous avez de quoi stresser dans d'autres matières, mais l'anglais et les autres langues vivantes, vous pouvez y aller de manière un peu plus sereine. C'est pas ça qui va faire jouer non plus votre admission ou pas. Enfin, comme disait Maëva, ça peut être bien parce que parfois ça peut jouer, on est dans un mouchoir de poche, hein, mais enfin, vous prenez pas trop la tête. Il y a des gens qui ont eu des très bonnes notes et voilà, c'est super pour eux. Des gens de moyenne note, bon voilà. Mais des gens qui ont eu des très mauvaises notes et qui sont admis aussi. Donc voilà, tout dépend de vous et de vos autres notes aussi, mais vous prenez pas trop la tête sur ces matières-là. Et j'ajouterais un truc encore plus à rappeler pour les oraux de langue. Et alors là, vous allez me dire peut-être que vous avez des contre-exemples, mais j'ai l'impression, c'est mon expérience, et c'est l'expérience que le jury des langues, il est globalement bienveillant. Je sais pas si vous avez pas eu les mêmes expériences, mais moi je les ai. Enfin, je crois que c'est vraiment des gens, ils sentent que c'est hyper vulnérable que de s'exprimer dans une langue qui n'est pas notre première langue, et je les ai trouvés plutôt dans l'attitude rassurante, quoi, encourageante, quoi. Et donc ça c'est super pour la gestion du stress. Il faut vous dire ça, ils sont vraiment bienveillants. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein, évidemment, on peut que être d'accord. Mais aussi sur les brouillons, si jamais vous avez une écriture qui est un peu grosse, quand on a de la chance, c'est vrai que si on n'a qu'une seule page, c'est mieux. Un conseil, c'est de ne pas écrire en recto verso, mais de toujours écrire en. C'est pas très écolo, malheureusement, mais là pour ça, faut faire une exception. Écrire vraiment sur que les rectos, parce que ça vous évite de retourner, parce qu'avec le stress, en fait, vous risquez de taper, faire exprès un peu fort vous reposez un peu fort et donc tout de suite ça paraît un peu bizarre. Donc voilà, on sait pour tous les oraux, mais ça marche pour l'anglais. Si vous avez plusieurs brouillons, n'hésitez pas à écrire que sur le recto, ça permet d'être un peu plus fluide, puis ça permet de bouger vos feuilles. Si vous stressez un peu, vous avez besoin de toucher les feuilles, mais en fait vous pouvez aussi les toucher plus facilement, les déplacer, les rassembler une fois que vous avez fini. C'est un petit détail pour la posture de l'oral, mais ça peut toujours être bien. Pendant qu'on expliquait, j'ai vu qu'il y a eu 2 petites questions, je les ai notées. Est-ce qu'on peut demander au jury de répéter et si on n'a pas compris quelque chose, et par exemple s'il parle trop vite ou bien si on veut lui demander d'expliquer un mot qu'il a pu prononcer ou donner un synonyme. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Moi, je pense qu'on peut lui demander de répéter. On dit est-ce qu'ils peuvent répéter la phrase qu'ils viennent de faire s'ils sont parlé trop vite. Après, sur le synonyme, ça, je sais pas. Je sais pas non. Je pense qu'il vaut mieux éviter parce que ça laisse supposer, ça donne un peu une impression sur votre niveau. Mais après, par contre, moi, je me dis, je suppose que si on dit excusez-moi, je n'ai pas compris ou excusez-moi, je n'ai pas répété la question, eux, naturellement, ils devraient le répéter plus lentement ou enfin, voilà. Je pense que c'est OK de le faire. Il y a une façon de le faire, mais je pense que c'est OK de le faire. Quand me demander sur le mot, là, j'ai plus d'interrogations. Répéter, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Le mot, je sais pas pour vous, je sais pas si on est d'accord tous les 4, mais ça, j'ai peut-être un peu plus de doute. Je sais pas. Est-ce que tu te souviens parce qu'il me semble qu'à la prépa, Hugo, il nous avait demandé, il nous avait parlé de ce genre de situation et il nous avait parlé du fait d'avoir une cartouche à griller. Je me demande si t'es pas sur ça justement quand vraiment on comprend pas la question, de les faire, de leur dire est-ce que vous pouvez, dire autrement. Je me demande s'il n'y avait pas une cartouche ou t'as le droit que une fois quoi. Il y a moyen, ouais, tu peux. Mais voilà, peut-être une cartouche. Vous pouvez pas demander ou si vous passez votre temps à dire j'ai pas compris pour répéter. Là, ça va énerver le jury et ça risque de mal se passer. Mais oui, voilà. En tout cas, demander de répéter parce qu'ils ont parlé trop vite, là-dessus, c'est normal. Même au grand oral, je pense qu'ils le parleront demain. Si une question vous n'avez pas compris, vous pouvez leur demander de répéter. Ça, il n'y a pas de.
il n'y a pas du tout de difficulté là-dessus. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Non, mais juste de pas vous stresser sur les questions, puisque visiblement ça n'arrive pas trop qu'on comprenne pas. Je pense qu'il s'adapte aussi au niveau. Et aussi de se dire, parfois vous allez comprendre certains mots dans la question. Il y a un truc qui va vous échapper, mais avec le contexte, vous allez peut-être pouvoir sortir quelque chose et vous allez pouvoir répondre. Et peut-être que ce sera un peu pas totalement ce qu'ils attendaient, mais dans ce cas-là, c'est eux qui vont vous redemander. Enfin, vraiment, c'est un dialogue, hein, donc ça va se faire dans les deux sens. Si vous répondez pas exactement ce qu'ils voulaient dire, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Et dernière question qui est apparue pendant qu'on parlait sur est-ce qu'on structure le commentaire en 2 parties? Moi, la prépa, on m'avait dit que c'était mieux, mais je pense que c'est pas obligatoire. Enfin, il faut pas vous forcer à faire un plan superficiel. Après, c'est mieux parce qu'en fait, le jury comprendra mieux où vous voulez en venir. Mais voilà, vous stressez pas non plus avec ça, surtout si le texte le permet pas, on va dire. Moi, j'avais Et pas puis les structuré. annonces de plans, ça fait gagner. Pardon, vas-y Valentine. Pardon. Ouais, non, moi, j'avais pas structuré parce que bah, ça s'y prêtait pas forcément, comme disait Maëva. Donc, en fait, j'avais donné des idées et donc je pense que j'avais du coup 4 ou 5 parties. Visiblement, ça n'a pas posé trop de difficultés et ils comprennent aussi. Enfin, il y a effectivement des sujets qui s'y prêtent et d'autres qui s'y prêtent pas du tout. Donc, voilà. Oui. Et puis, globalement, j'ai l'impression que sur la forme, c'est un peu moins strict que les oraux techniques, où il n'y a pas un attendu universel de combien de parties. C'est juste toujours plus appréciable d'avoir un propos structuré. Les annonces de plans, ça vous fait gagner du temps. Et d'ailleurs, quand vous faites vos entraînements, pensez à des façons d'annoncer, des formules toutes faites pour dire dans un premier temps, nous verrons, et dans un second temps, nous verrons. Et ça fait tout de suite plus structuré et ils arrivent plus à suivre. Donc, ça rejoint ce que tu disais. Et d'ailleurs, pensez-y à les mettre sur votre brouillon parce que parfois, avec le stress, on oublie d'introduire, on oublie de faire quelque chose. Donc, écrivez peut-être dans un coin du brouillon, je sais pas moi, des abréviations qui vous font penser à ces mots-là pour pas les oublier au moment de l'oral. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, on s'approche gentiment de la fin du live pour des 1 heure. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre maintenant. On y répondra encore pendant les minutes qui restent. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent pendant votre préparation là, ou même avant votre passage, l'association reste disponible sur ses réseaux sociaux et sur l'adresse email horizonmagistrature.entraide@outlook.fr. On répondra volontiers tout de suite à vos questions. Alors, une autre question qui arrive, on y répond après. On est disponible tout l'été après de vous. L'association fait aussi des oraux blancs. Donc, si vous avez, normalement, vous avez fait la demande, vous avez tous eu des oraux de langue que vous pourrez faire avec l'auditeur qui s'est porté candidat. On remercie notamment les filles de faire plein d'oraux. Et donc, il ne faut pas hésiter du tout à nous poser des questions, même pendant les oraux blancs qui vous passerez avec les auditeurs. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Ils feront un autre retour d'expérience qui sera forcément différent du nôtre. Alors, j'ai vu qu'on a eu 3 questions qui sont apparues. On a eu le droit. Est-ce qu'on a le droit de surligner le texte comme on veut? Non. Le texte, vous devez le rendre tel quel et à la fin même, ils vont vous demander de vous rendre la pochette et le sujet. Vous ne pouvez pas repartir avec. Donc, si vous voulez le relire plus tard, gardez-le dans un coin de votre tête. Je crois que même votre brouillon doit être jeté. Donc, voilà, pour vous dire que le texte doit rester absolument vierge, pas d'écriture. Si vous voulez écrire sur quelque chose, c'est que votre brouillon, mais que vous ne pouvez même pas garder par la suite. Deuxième question, est-ce que l'oral d'anglais est accessible au public? Oui, tous les oraux d'admission sont ouverts au public, même l'oral de langue de LV2. Donc, moi, ça m'est arrivé, j'ai eu du public à chaque oral. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous aussi, les filles, mais moi, j'ai eu. J'ai aucun souvenir de si j'en avais un en anglais, mais je crois que j'en avais pour les autres. Et, Donc, ça me fait réagir ce que tu viens de dire, Pénélope. Le public que vous êtes derrière vous, vous l'oubliez tout de suite. Hein. Vous êtes tellement focus sur votre idée qu'en fait, il y a des gens derrière ou pas, vous les voyez en fait, vous faites ah oui, il y a quelqu'un au moment où vous sortez de la salle. Sinon, vous les oubliez complètement, vous êtes dans votre tunnel et vous voyez que le jury et derrière tout ce qui se passe. Il n'y a pas. Et la dernière question, c'était vous gériez comment les oublis de mots pendant la présentation? Moi, ça m'est arrivé, donc je peux répondre.
Bah, J'ai eu un gros trou, je sais plus à propos de quel mot c'était. Un gros trou, ça me revenait plus. Et donc je leur ai dit en anglais, je suis désolée, je n'arrive plus à me souvenir du mot, mais je le connais, mais j'ai un trou. Mais je peux vous donner l'idée. Et dans ce cas-là, j'ai parlé en fait une périphrase, j'ai tenté d'expliquer. Et le mot est jamais revenu, mais c'est pas grave, ils ont compris ce que je voulais dire. Et j'ai compris ce que je voulais dire, et c'était le plus important. Et en fait, voilà, ils comprennent avec le stress, ils savent qu'on n'a pas le niveau le plus optimal et on n'est pas au max de nos capacités. Voilà, on a le droit d'oublier un mot. Évidemment, si on perd tout le vocabulaire, ça va être un peu différent, mais si c'est un mot, voilà, vous avez le droit, c'est pas grave. Ça pénalisera pas tout votre oral. Et je te rejoins totalement, Valentine. Je trouve que c'est la bonne réaction. Et je trouve que si on oublie un mot aussi, parfois, c'est parce qu'on cherche exactement l'équivalent dans notre langue native. Et parfois, il y en a pas. Ou alors, en fait, il faut juste accepter de lâcher prise. Si on sent que ça fait 10 secondes, là, je galère, je ne trouve pas le mot. Et ben, hop, on cherche une périphrase, on cherche une autre façon de le dire. Parce que sinon, on peut vraiment se mettre en difficulté. Désolée, Maëva, vas-y, c'est à toi. Bonne et Valentine. Et des fois, en fait, juste le mot, bah, on le connaît pas. Par exemple, moi, on m'avait demandé d'expliquer custody. Sauf qu'en fait, bah, je savais que c'était la garde à vue, mais j'avais pas d'autre mot pour le dire en anglais. Oui. Donc, c'est comme Valentine, en fait, avec des phrases détournées en expliquant, je crois que j'avais dit, c'est pas la prison, mais enfin, voilà. Donc, vous trouvez toujours une solution pour expliquer ce que vous voulez dire dans tous les cas. puis c'est toujours positif de faire justement tourner un peu autour du pot. Ça montre que vous avez quand même du vocabulaire. Vous savez le mot, vous voyez ce que c'est, mais vous êtes là, mince, qu'est-ce que c'est? Et en fait, justement, dire c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, ça montre que justement, vous essayez de réfléchir, vous vous exprimez, et ça, ils sont contents de voir ça. Donc, c'est plutôt positif. Et je viens de voir une question comment assister aux oraux? Je viens de vérifier sur le site. Alors, ça sera sur l'onglet concours de recrutement d'auditeurs de justice 2026. Ça sera affiché, là ils le mettent, les modalités pour assister aux oraux seront mises en ligne fin août. Donc tu pourras vérifier sur le site régulièrement de l'école pour que vous puissiez assister aux oraux. C'est des formulaires, faut juste renseigner une adresse, votre nom, prénom et un mail. Et après vous allez recevoir normalement un mail de confirmation comme quoi vous assistez bien aux oraux. Et donc tout est à Bordeaux par contre. Si vous voulez aller assister aux oraux, c'est forcément l'occasion d'aller faire un petit voyage à Bordeaux, c'est toujours sympa, mais J'ai une question qui me vient mais qui n'a rien à voir. Est-ce que tu peux assister aux oraux l'année où tu es admissible? oui, Ouais, tu ne mais passeras juste pas tu pourras pas l'année. assister au jury où tu vas être. Ok. En Ça, fait, par on exemple, sait bien. au grand oral, non, il vérifie au grand Ah, il oral. vérifie. Si par exemple, est-ce qu'il y a deux jurys, si on va assister au deuxième, on passe forcément avec le premier. Ok. Donc voilà, c'est bon. Tant mieux, hein, ça, au moins ça évite de pouvoir d'avoir un peu tout. On connaît pas l'autre jury, mais au moins ça permet de savoir les petits tics de chacun. Au moins on arrive en terrain complètement inconnu, ça égalité totale entre tous les candidats à ce moment-là. Donc je ne vois plus d'autres questions. S'il y a J'en ai pas vu de... une, Hugo, je crois, à laquelle on n'a pas répondu. Ah bon, C'était sur les séries. Il y a quelqu'un qui demandait ah s'il y oui, avait une oui, série à recommander. Hmm. Alors moi, personnellement, non, mais si vous en avez. Voilà. Non, je pense que vous pouvez regarder des trucs qui vous font plaisir déjà. Enfin, c'est pour vider la tête et après, enfin, il y a les séries classiques juridiques, Suits, How to Get Away with Murder, les choses comme ça, si vous voulez vraiment du vocabulaire juridique. Mais je pense que c'est important de regarder ce qui vous plaît et surtout pour les LV2, enfin, faut trouver les séries italiennes ou allemandes ou espagnoles que vous allez aimer en plus. Donc vraiment, faites-vous plaisir juste sur ce côté-là et mettez juste la série que vous aimez dans la langue recherchée et voilà. Et on va devoir arrêter, donc je vais répondre aux deux dernières questions, ça va couper sinon. On peut pas assister aux euros si on est dans les premiers à passer, ça va être compliqué, vous pouvez assister après, mais avant, c'est pas bah, en fait, c'est vous qui passez dans les premiers, donc c'est un peu compliqué. Et comment savoir si on passe avec le premier ou le deuxième jury? Ils le disent au moment où on nous affecte. On nous dit, vous, machin, monsieur, vous passez avec le jury 1, madame, vous passez avec le jury 2, et voilà. En fait, ils nous le disent au moment où on va préparer le sujet. Tu le sais Vas-y. pas et de toute façon ça n'a pas d'importance, hein, Oui. je le dis. Hein. Avant que ça coupe un peu brusquement, merci en tout cas à tout le monde d'avoir été présent ce soir. On espère qu'on vous a rassuré. L'association reste disponible tout l'été pour vous rassurer. Un grand merci aussi à vous trois, Valentine, Pénélope et Maëva. Ça a été super Merci à d'avoir toi, Hugo. plein de tous vos conseils, vos précieux conseils. On espère que ça a été utile pour tout le monde.
On vous souhaite bon courage pour révision, bon courage pour vos oraux et on espère voir vos noms dans quelques mois sur la liste d'admission. Ça nous ferait grand plaisir. Bon courage, bonne soirée et bon live demain pour ceux qui vont assister à celui pour le grand oral. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.